moi j'ai un conflit d'intérêts, c'est qu'on m'a demandé de défendre le contre, en tant que médecin, devant tous les infirmiers. Voilà. Donc je vais défendre le contre. J'ai changé le titre. Bah oui, parce que le sevrage des catécholamines par les infirmières, vous le faites déjà. Le médecin, il prescrit, il faudrait sevrer, on met un objectif de PAM, s'il y a un souci, on rappelle le médecin et puis il voit pourquoi il y a un souci. Donc, moi, ce que j'ai mis, c'est est-ce que je vais défendre le contre, le sevrage autonome des catécholamines par les infirmières. C'est ça. Est-ce que vous faites le sevrage toute seule et si vraiment, après avoir passé plusieurs barrières, vous appelez le médecin, ou est-ce qu'on fait comme d'habitude, on dit, voilà, essaie de sevrer avec une PAM entre ça, et puis si ça ne marche pas, tu me rappelles. Voilà. Donc, c'est ça que je vais défendre. Alors moi je suis pour. Moi, je suis pour, en fait. Je suis pour je suis pour la bonne santé de mes patients. Je suis pour qu'ils guérissent. Je suis pour qu'ils aillent beaucoup mieux. Et tout ce qui va dans ce sens-là, ça me va. Et si en plus, avec ça, votre qualité de travail elle est améliorée et que vous éclatez dans le boulot, alors là, ça me va totalement. Voilà. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis contre le sevrage autonome des catécholamines par les IDE. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, David vous a bien parlé du sevrage de la sédation et du sevrage de la ventilation. Donc, je reviens un tout petit peu là-dessus avant de parler des amines. Il existe donc des protocoles de sevrage de la sédation et puis de la ventilation. D'abord, il y a eu une preuve de concept, c'est-à-dire que c'était pas un protocole, ça c'est les résultats d'une étude, c'est pas un protocole médical ou paramédical. Avant de dire qui fait le protocole, il faut déjà voir si ça marche et si ça fait du bien aux malades. Et donc là, c'était une étude où ils arrêtaient toutes les sédations tous les jours à leurs malades et ils voyaient s'ils toléraient bien ou pas. Et puis la plupart du temps, ils ne se réveillaient pas. Donc ils le laissaient comme ça, ils le laissaient se réveiller. Et puis ceux chez qui ils arrêtaient tous les jours, ils arrivaient à les extuber plus vite que ceux chez qui ils n'arrêtaient pas tous les jours la sédation. Et donc parti de là, il y avait juste une durée de ventilation plus courte. Bon, c'est bien, moins de ventilation. Et puis ensuite, ils se sont dit, on va essayer de faire ça par les infirmiers. Les infirmiers étaient d'accord, OK, on va le faire tout seul. Et donc les infirmiers, ils faisaient un protocole de sevrage autonome de la sédation. Et puis il y a même des protocoles de mise en ventilation spontanée sans appeler le médecin, s'il y a des critères. Et puis le médecin, il arrive le matin, les infirmiers, ils disent, ça y est, on a mis en VS sur tube, l'épreuve, elle est bonne, il a tous les critères, on peut l'extuber. Le médecin, il fait, c'est super, on l'extube. Qui est-ce qui fait ça dans son service actuellement? Le matin, le médecin, il arrive, vous lui dites, on va extuber le patient. C'est bon, il est prêt. Très peu, on est d'accord? On est d'accord? Je vous ai présenté les résultats du New England Journal, Critical Care Medicine, David vous a dit, des gros journaux, beaucoup d'études, qui prouvent que ça marche. Il y a une session, là, ça s'appelle, c'était hier, c'est démontré, mais l'utilise-t-on assez? La première, ça s'appelle les protocoles de sevrage respiratoire. On ne fait pas. C'est super démontré, on ne fait pas, ça peut faire du bien aux malades, ça diminue les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, on extube plus vite, et on ne fait pas. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire ça d'abord avant de se lancer dans un truc où il n'y a pas grand-chose peut-être pour. En plus, les protocoles, ils étaient simples. Il y avait, en gros, en haut, c'est on sédate le malade, on regarde, si on regarde s'il est bien ou pas, s'il est bien, on baisse un peu la sédation, s'il n'est pas très bien, on remonte un peu. Voilà, c'est un truc simple. Alors, on parle de protocole, c'est bien, alors, et de gestion autonome par les infirmières. Qu'est-ce que ça apporte? Le plus important, c'est le malade. Est-ce que la question qu'il faut se poser avant de se lancer dans un protocole, c'est dans une manière de faire, une nouvelle manière de faire, c'est est-ce que c'est bien pour le malade? D'accord? Donc là, pour le sevrage de la sédation, de la ventilation, oui, ça a l'air d'être bien pour le malade. On ne fait pas, mais ça a l'air d'être bien pour le malade. Puis après, effectivement, il y a plein de choses, l'implication des IDE, les connaissances, les communications avec le médecin. Et tout ça, en balance, on vous demande quand même de faire plus de boulot. Donc ça augmente votre charge de travail. D'accord? Donc il y a le pour et le contre d'un côté. Alors, il ne faut pas se dire que parce que un protocole est bien, il faut que ce soit vous, forcément, qui le fassiez. Il y a certaines choses. Ici, c'est une assistance au sevrage de la ventilation mécanique par un logiciel informatique. Le logiciel informatique, il permet d'extuber les gens plus vite que s'il n'y a pas le logiciel sur les machines, les ventilateurs. Donc, c'est pas parce qu'un concept est bien que c'est à vous de le faire. Il y a d'autres trucs à faire parfois.
Donc là, je vais attaquer le topo vraiment. Est-ce que c'est à vous de sevrer les amines de manière autonome? Et je vais essayer de répondre à deux questions. Pourquoi? Pourquoi on voudrait sevrer plus vite les catécholamines, déjà? Parce que si c'est à vous de le faire, c'est pour faire peut-être plus vite. C'est ce qu'a dit David. C'est pour faire plus vite. Est-ce qu'il faut faire plus vite? Et puis, est-ce que si on fait plus vite, déjà, c'est bien pour le malade? Est-ce que c'est bien pour le malade de sevrer plus vite les catécholamines ou pas? Il faut les mettre, c'est important. Et les catécholamines, quand même, ça sauve la vie des gens. Donc c'est quand même bon pour la santé, au moins au départ. Après, ils n'en ont peut-être plus besoin. Mais est-ce que si on les laisse, ça tue le malade? Puis, une fois qu'on s'est dit, bon, oui, il faut le faire, ça a l'air bon, après, il faut se poser la question, comment faire? Et est-ce que c'est faisable? Donc pour ça, il faut des cibles, la pression artérielle moyenne, le débit, ou des choses comme ça. Ensuite, il faut des algorithmes. Mais enfin, si c'est ça l'algorithme, je ne sais pas comment vous allez suivre l'algorithme, parce que la gestion hémodynamique, ça peut être très compliqué. Donc il faut un algorithme pas trop compliqué pour faire au jour le jour. Puis la question, c'est, après, il y a un algorithme, c'est bien. Est-ce que c'est aux infirmiers ou aux infirmières de faire l'algorithme, de faire le protocole, ou est-ce que finalement c'est à une machine? Alors le problème des machines, c'est que ça n'a pas de cerveau, donc il faut quand même surveiller que la machine ne fasse pas n'importe quoi. Il y a quand même des gens qui doivent surveiller que la machine ne doit pas faire n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on a comme données pour répondre à toutes ces questions? C'est là que j'admire énormément David, parce que lui, on lui a dit, tu défends le pour. Alors il s'est mis ça en mission, mais avec aussi peu de données dans la littérature, il faut du courage pour accepter de défendre le pour, quand même. Moi, je trouve ça tout à fait admirable. Parce qu'il n'y a rien. C'est incroyable. Il y a vraiment rien. Il n'y a pas de New England, il y a quasiment rien. Vous allez voir, il y a un article dans Critical Care Medicine, mais qu'est-ce qu'il dit? On va voir ça. Alors déjà, les recommandations. Les recommandations, elles ne sont pas précises. Il n'y en a pas. C'est faut sevrer comme vous pouvez. Ils disent pas, surtout pas qui doit faire, comment et à quelle vitesse. Alors ils donnent des recommandations. Vous savez tous comment vous faites chez vous. On fait tous pareil, je pense. Le médecin il dit on va pouvoir sevrer. Il fixe un objectif tensionnel. L'important, c'est de régler bien les alarmes. D'accord? On ne retrouve pas alors normalement, actuellement, on ne retrouve jamais un malade à 200 de systole. Ou alors il y a une négligence majeure, c'est-à-dire que les gens ils sont allés se coucher, tout le monde. Et puis l'alarme a sonné parce qu'elle était réglée à 150 et elle a sonné pendant 4 heures parce que au cours du sevrage, la pression ne monte pas comme ça en 2 minutes de 120 à 200. D'accord? Donc, normalement, ça n'arrive pas par un manque de sevrage, surtout si on règle bien les alarmes. Et puis si la pression monte au-dessus de 150, la systole, ou de 160, on appelle le médecin, il vient faire quelque chose. Et puis il y a autre chose, c'est que la moitié des réanimateurs, déjà, ils n'ont pas vraiment les idées claires sur la méthode à adopter. Donc est-ce qu'il faut vous dire, allez-y, vous sevrez-vous, parce que nous, de toute façon, on ne sait pas bien faire, donc faites-le. Au moins sur le plan médico-légal, ça va nous décharger d'un truc, parce que déjà, nous, on ne sait pas. Donc faites-le, et puis s'il y a un souci, vous inquiétez pas, on vous couvrira comme d'habitude. Alors, il y a une part de jeu quand même là-dedans. Tout n'est pas sérieux. À quelle vitesse on sèvre les catécholamines? Alors déjà, c'est très compliqué quand même le titre du topo, parce que des catécholamines, il y en a plein. Il y a la noradrée, la dobu, l'isuprel. Donc là, on parle surtout de la noradrée, parce que la dobu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc déjà, la noradrénaline, par exemple, dans le choc septique. Là, on sèvre à peu près. Donc en théorie, si on applique les recommandations et qu'on part de 3-4 mg/h, on devrait sevrer en 24 heures. Et en pratique, on met 2-3 jours pour sevrer. Et le sevrage, il dure quoi? Il dure entre 2 jours et 1 semaine. Voilà. Donc si jamais on décide que vous gériez le sevrage, de la noradrénaline par exemple, dans le choc septique, le but, ce serait de faire moins que ça. On est d'accord, ce serait l'objectif. Parce que si c'est pour faire exactement pareil et se donner plus de travail, je ne sais pas où est l'intérêt. Donc, quels sont les effets? Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Quels seraient les effets délétères d'un sevrage trop lent, comme on fait actuellement? Les effets délétères théoriques des catécholamines, ce n'est pas vraiment démontré en pratique. C'est-à-dire que ce pied-là, ces pieds, ces orteils tout noirs, que vous voyez chez les patients, ce n'est pas les catécholamines qui donnent les orteils tout noirs. C'est le sepsis.
la CIVD qui donne les artères tout noires, avant tout. Et puis, on doit monter les amines pour faire survivre le patient pour qu'il maintienne une pression artérielle correcte. Et il a les orteils noirs, mais c'est à cause d'anomalies de la microcirculation, plus que les amines en elles-mêmes. Donc les conséquences d'un sevrage lent ne sont pas du tout démontrées, déjà. Maintenant, pour les variations de pression artérielle, comme j'ai dit, normalement, le sevrage des catécholamines, trop lent, ça ne doit pas donner ça. Si on règle bien les alarmes et qu'on appelle le médecin au bon moment, on n'arrive pas à 220. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que pour arriver à 220, ça prend 6 heures. Donc il ne faut pas appeler le médecin pendant 6 heures. Par contre, le réveil sous Nimbex, la douleur, le sevrage des antihypertenseurs et le sevrage de la sédation, ça donne 220. Ça, on est bien d'accord. Le sevrage de l'hydrocortisone et le sevrage des amines, pour moi, quand il est fait trop vite, le sevrage des amines, ça donne, par contre, en revanche, ça donne de l'hypotension. Donc si vous gérez vous-même le sevrage pour aller plus vite, vous serez exposé à quoi? Des hypotensions. Est-ce que c'est grave? Des petites hypotensions de 2-3 minutes chez un patient. Il y a une étude qui est faite chez des patients d'anesthésie, donc robustes, pas nos patients hyper fragiles, avec le cerveau fragile, la circulation fragile. Mais ils ont trouvé que chaque minute passée au bloc avec une pression artérielle systolique en dessous de 80, c'était une mortalité augmentée dans l'année qui suivait le bloc. Chaque minute passée en dessous de 80 de systole, c'était plus de risque de mourir dans l'année qui suit le bloc. Donc 5 minutes, vous imaginez. Voilà. Donc l'hypotension, ça peut être extrêmement délétère chez nos patients. Alors, quelle preuve il y a dans la littérature pour dire c'est bien, faut le faire? Il y a cette étude-là, effectivement, que David a présentée. Alors, bon, c'est fait avec un logiciel informatique, et quand on utilise le logiciel, pas vous, hein, le logiciel, qui baisse la noradrée, puis si la tension chute, il la remonte. Il ne se pose pas de questions. Alors le logiciel, il s'adapte toutes les 7 minutes. Donc si vous voulez le remplacer, il faudra que toutes les 7 minutes, vous alliez voir le patient. Et que vous gériez les amines. Et ça sèvre plus vite. OK. Et du coup, il y a le choc septique qui est résolu plus vite. Mais la définition du choc septique, c'est quand il y a des amines. Donc le serpent, il se mord la queue. Enfin, en gros, il sèvre les amines plus vite. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ils sèvrent plus vite. Oui, si on essaie de baisser dès qu'on peut, on sèvre plus vite. Mais est-ce que c'est vraiment bien faire ça? On ne sait pas vraiment. Une autre étude, que vous a présentée aussi David, là, c'est des médecins qui ont essayé de sevrer avec un protocole. Ils allaient voir les patients toutes les 5 à 15 minutes. Puis ils essayaient de sevrer. Ils se sont rendus compte que pour arriver à sevrer, il fallait remplir, il fallait maîtriser. Ils mesuraient des trucs pas faciles, de précharge dépendance, d'indice dynamique, pour voir si le malade était hypovolémique. Alors, admettons, vous avez envie quand même, malgré tout ce que je vous ai dit, de faire baisser la pression artérielle du malade à répétition en essayant de le sevrer plus vite que ce qu'on fait déjà. Il faudra une cible. Alors, pour la noradrée, on est à peu près d'accord que la pression artérielle moyenne, ça peut être pas mal. Par contre, pour la dobu, il faudra peut-être mesurer d'autres choses. Donc, ce n'est pas clair encore. On n'a pas de cible. Les médecins eux-mêmes, ils ne savent pas. Ensuite, quel algorithme? Est-ce que vous allez essayer de prédire si le malade il va chuter sa tension au sevrage de la noradrée, ou est-ce que vous allez baisser et puis voir s'il chute sa tension, mais c'est délétère? Jusqu'à présent, on ne sait pas prédire. Donc on fait du sevrage empirique. Donc pour moi, ça c'est comme marcher dans les bois, les yeux bandés. Et si vous voulez sevrer plus vite, pour moi c'est comme courir dans les bois, les yeux bandés. Qui veut courir dans les bois, les yeux bandés? En fait, ce n'est pas vous, c'est le patient qu'on fait courir dans les bois les yeux bandés. Donc je pense que ça peut être très dangereux d'aller plus vite que ce qu'on fait déjà. Ensuite, est-ce que vous êtes prêt, si vous voulez vraiment le faire, à faire une surveillance toutes les 5 à 15 minutes de vos patients, allez les voir toutes les 5 à 15 minutes pour baisser la noradrée si les critères sont là. Et puis, vous allez forcément rencontrer des hypotensions, des obstacles. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remonter la noradrée, faire comme une machine. Vous n'êtes pas des machines, vous êtes vachement plus intelligents que des machines. Donc vous allez vous dire, est-ce qu'il faut remplir? Donc toutes les 5 à 15 minutes, s'il chute sa tension, vous allez mesurer plein de trucs pour prédire la réponse au remplissage et voir s'il répond au remplissage. La dobu, s'il y a de la dobu plus de la noradrée, que le malade chute sa tension sous noradrée, il faut la monter la dobu, baisser la dobu si vous ne voulez pas toucher à la noradrée?
En pratique, il faut baisser la dobue dans ce cas-là. Et ce n'est pas facile, il faut beaucoup de connaissances pour arriver jusque-là. Vous pouvez le faire, mais ça demande beaucoup de préparation. Donc en conclusion, est-ce qu'il y a un bénéfice évident pour les patients? Non. Est-ce qu'il y a des objectifs clairs à atteindre pour l'instant? On ne sait pas, non. Est-ce qu'il y a des algorithmes précis à vous proposer? Non. Est-ce que c'est faisable pour vous? Est-ce que vous avez envie? Ça, c'est à vous de me le dire. Par contre, mon opinion, c'est que c'est un champ tout à fait libre, extraordinaire, pour faire de la recherche. Et si vous avez envie, allez-y, foncez. Voilà.